Alors, bonjour et bienvenue à ce webinaire sur les meilleures pratiques de gestion des collections du musée. Voici l'aperçu de la présentation. Nous allons discuter plusieurs thèmes au sujet de l'enregistrement des collections et les meilleures pratiques de ce processus. Dans tous les domaines d'activité du musée, nous nous efforçons d'atteindre les meilleures pratiques. Dans le cas présent, les meilleures pratiques nous permettent de gérer nos collections de manière responsable et éthique, tout en garantissant que le processus est organisé et standardisé. Alors, je m'appelle Anya Hamilton, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la gestionnaire des musées communautaires et commémorations avec la direction de l'archéologie et du patrimoine. Bien que l'enregistrement des collections ne fasse pas partie de mes domaines d'expertise spécifiques, on m'a demandé de participer à ce webinaire en raison de ma formation en muséologie générale et de mes fonctions actuelles, dont certaines sont centrées sur la gestion des collections et la compréhension des meilleures pratiques dans ce secteur. Alors, les collections sont le cœur des musées. Elles sont la raison d'être des musées. Nous conservons ces collections en fiducie pour le public parce qu'il s'agit de pièces importantes de notre patrimoine et que nous voulons que les générations à venir puissent les voir et les étudier. En acceptant des artefacts dans la collection du musée, nous acceptons certaines responsabilités pour garantir que ces objets seront disponibles pendant de nombreuses années. Nous devons prendre soin des artefacts et nous devons nous assurer qu'ils sont documentés correctement afin qu'ils puissent être retrouvés. Alors, avant d'accepter un objet dans sa collection, le musée doit avoir mis en place une politique de gestion des collections. L'objectif de cette politique est de clarifier les rôles et les responsabilités des activités de gestion des collections. Une politique de gestion des collections est une déclaration écrite qui explique comment et pourquoi un musée amasse des collections. Ce document permet au musée de fixer des critères pour les acquisitions, les prêts, l'utilisation de la collection et l'aliénation, ou en anglais, deaccessioning. L'un des éléments les plus importants de la politique est une définition claire des rôles et responsabilités se rapportant aux activités de gestion des collections. Par exemple, les politiques précisent qui fait partie du comité des collections, les responsabilités du comité et du conseil d'administration, ainsi que la fréquence de révision et de mise à jour de la politique. Alors, n'oubliez pas que les musées ont des ressources limitées en termes de financement et d'espace physique pour s'occuper correctement des objets. Par conséquent, les musées ne peuvent pas accepter tous les dons. La politique de gestion des collections doit préciser clairement ce que le musée collectionne et ne collectionne pas. Tous les dons ou achats potentiels doivent être évalués en fonction de ces critères par le comité des collections avant d'être approuvés et d'entrer officiellement dans la collection du musée. C'est pourquoi des révisions et des mises à jour régulières de la politique sont nécessaires afin qu'elle continue de refléter les besoins réels du musée. La politique de gestion des collections commence avec l'énoncé de mission. L'énoncé de mission est le point central de l'organisation et décrit leur raison d'être. Cette déclaration concise évolue au fur et à mesure que l'organisation se développe et change, mais elle sert toujours à guider les actions du conseil d'administration et des membres. Le mandat de collection énonce la portée et les utilisations actuelles de la collection du musée, tout en définissant les principes de base de l'acceptation des objets dans la collection. Il définit clairement un mandat pour les activités de collection du musée, ce qui crée un contexte plus objectif pour les décisions d'accepter un objet et de dire non à des objets inappropriés ou à des conditions inappropriées
imposée aux objets. Cette déclaration peut contribuer à fournir au public une explication claire de ce que le musée collectionne afin qu'il sache à l'avance ce qui sera ou non accepté. Alors, par exemple, la direction du patrimoine a un moratoire sur la collecte, sauf des exceptions très précises. Cela s'explique en partie par le fait que notre entrepôt de collection est à pleine capacité et que nous devons concentrer nos ressources sur la conservation et la recherche des objets que nous avons déjà acceptés dans notre collection. Lorsqu'une personne demande à faire un don, nous disposons d'une liste de contrôles pour nous assurer que nous n'acceptons que les objets qui correspondent à notre mandat de collection, qui sont en bon état, dont la provenance est bien documentée et dont la propriété peut être entièrement transférée sans restriction. Si un objet ne répond pas à ces critères, nous disons non et suggérons d'autres institutions. Ensuite, la politique de gestion des collections doit décrire brièvement les critères d'acquisition des objets. Qui est autorisé à prendre ces décisions et par quel processus un objet peut-il entrer dans la collection du musée? Les méthodes de collecte pour les musées incluent les dons en nature, les legs de biens personnels, les achats, les échanges et le travail sur le terrain. Il arrive parfois qu'un musée trouve dans sa collection un objet qui n'est pas numéroté et qui ne semble pas avoir de documentation. Ces objets sont souvent appelés temporairement trouvés dans la collection jusqu'à ce que des recherches plus détaillées puissent être effectuées pour les relier à la documentation appropriée. Le processus de décision d'acceptation d'un objet prend du temps. Pendant ce temps, si l'objet est laissé au musée, le musée est aussi responsable de cet objet que du reste de sa collection. Il doit notamment documenter correctement l'objet et s'assurer qu'il est en sécurité et qu'il peut être facilement trouvé. Même si le musée décide de ne pas accepter un objet, ces documents doivent être conservés. Ce même processus s'applique à d'autres situations de garde temporaire, comme les prêts entrants. La gestion des documents est la pièce centrale de l'enregistrement des artefacts. Pensez à une bibliothèque. Elle a mis en place des systèmes pour localiser chaque livre de sa collection. Il en va de même pour les musées. Les musées doivent toujours être en mesure d'identifier l'emplacement d'un objet et toute information associée à cet objet. Pour ce faire, ils attribuent à chaque objet un identifiant unique, le numéro d'acquisition, en anglais, accession number. L'organisation de ces documents est essentielle de votre politique de gestion des collections et votre politique de gestion des collections doit décrire la procédure mise en place pour maintenir ce système d'organisation. La plupart des musées utilisent une base de données numérique pour organiser les informations sur leur collection, mais les dossiers physiques restent également essentiels au processus d'enregistrement. Et bien sûr, toute information doit avoir une sorte de sauvegarde par mesure de sécurité. Beaucoup d'entre vous connaissent les fiches de catalogage où l'essentiel des informations sur l'objet est consigné. N'hésitez pas à ajouter autant d'informations que possible et à demander au donateur de fournir tout ce qu'il peut. Si ce n'est pas écrit, c'est perdu. En fait, vous voulez que le personnel du musée possède, dans 50 ans, le plus d'informations possible et vous voulez vous assurer que ces informations sont enregistrées et sécurisées correctement. Nous avons tous connu des moments où nous nous sommes demandé pourquoi un objet se trouvait dans la collection ou où il se trouvait. Ne commettez pas les mêmes erreurs. Élaborez votre politique et vos procédures afin que le personnel, les bénévoles et les membres du conseil d'administration sachent qu'ils doivent recueillir toutes les informations nécessaires auprès du donateur au moment du don.
Nous examinerons de plus près le processus de catalogage plus tard dans la présentation. La protection des collections et l'accès aux collections est un autre élément important à aborder dans la politique de gestion des collections. La protection des collections peut prendre la forme d'autres politiques qui devront être rédigées. Si elles n'ont pas encore été rédigées et approuvées par le conseil d'administration, notez dans la politique de gestion des collections qu'elles sont en cours de rédaction et ajoutez-les à vos priorités. Donner au public l'accès à la collection est l'une des principales responsabilités des musées et cela peut prendre plusieurs formes. Dans certains cas, les artefacts sont mis à disposition par le biais d'expositions ou d'autres programmes, mais les chercheurs peuvent demander l'accès aux collections entreposées et la procédure de demande d'accès et d'approbation doit être clairement définie par le musée. Là encore, cela peut prendre la forme d'un document ou d'une politique distincte, mais il convient de s'y référer ici. Le musée peut choisir d'accepter des prêts d'autres institutions ou de personnes, ou le musée peut choisir de prêter certains de ses objets à d'autres. Il peut s'agir d'autres institutions, de personnes ou d'entreprises. Il appartiendra au musée de décider qui peut demander un objet. Le musée doit également décider des conditions d'emprunt des artefacts. Elles peuvent prendre en compte l'état de l'objet et les exigences en matière d'exposition ou d'assurance. Le musée doit clairement indiquer la durée des contrats de prêt et la fréquence de leur renouvellement. En règle générale, les contrats de prêt doivent être de courte durée, 1 à 2 ans, et le renouvellement du prêt peut être considéré après réception d'un rapport d'état avec photographie ou d'un inventaire. De nombreux exemples sont disponibles en ligne si votre organisation n'a pas encore rédigé de formulaire d'accord de prêt entrant ou sortant. L'aliénation des collections est un élément nécessaire de la gestion des collections. Comme indiqué précédemment, les musées ne possèdent pas des ressources et un espace illimité, ce qui signifie que les collections ne peuvent pas se développer indéfiniment. Cependant, l'aliénation est souvent perçue de manière négative. Le public peut penser que le musée ne se soucie pas de la collection et qu'il jette son patrimoine. La situation peut également être délicate si les donateurs ou leurs descendants découvrent que les objets qu'ils ont donnés figurent sur la liste des objets à retirer. Ce processus doit être clairement défini et doit respecter les lignes directrices provinciales et nationales en matière d'éthique et il doit être suivi par le conseil d'administration et le personnel du musée. En étant clair et ouvert au sujet de l'aliénation, le public peut comprendre pourquoi elle est nécessaire et dans quelles circonstances le musée prend ses décisions. Si le musée dispose d'une politique d'acquisition solide qui a été respectée, il n'est pas nécessaire de procéder à l'aliénation puisque tous les objets de la collection soutiennent la mission du musée. Cependant, l'aliénation peut se produire pour plusieurs raisons, notamment que l'objet s'est détérioré au point de perdre son intégrité ou de constituer une menace pour le reste de la collection. Cela inclut des objets qui ont été infestés par des parasites ou des moisissures. Il y a trop d'objets d'un même type et ils sont devenus redondants dans la collection. L'objet ne reflète pas le mandat de collection du musée et ne soutient pas l'énoncé de mission. Le musée n'est pas en mesure de s'occuper correctement de l'objet. L'objet serait mieux adapté à une collection éducative ou d'interprétation pour offrir aux visiteurs une expérience pratique ou interactive. L'objet s'avère être un faux ou ne correspond pas à ce qui était représenté au moment de la donation ou l'objet doit être rapatrié.
La documentation associée à ce processus doit être complète et le processus de décision doit être clairement décrit dans la politique de gestion des collections. La politique doit également préciser ce qu'il adviendra de l'objet une fois que son retrait de la collection aura été approuvé. Toutes ces procédures doivent respecter les lignes directrices en matière d'éthique mentionnées précédemment. La politique doit inclure une déclaration sur ce qui est couvert par l'assurance, y compris les objets temporaires tels que ceux qui sont envisagés pour une acquisition ou un prêt. Le musée doit fixer un calendrier de révision et de mise à jour de la politique. Le conseil d'administration sera ainsi tenu responsable de l'exactitude et de la mise à jour de la politique. Essayez d'être concis et précis afin que le personnel et les bénévoles puissent s'y référer facilement. En résumé, voici les différents sujets ou sections d'une politique de gestion des collections que nous avons couverts. Certaines de ces sections peuvent nécessiter plus de détails que d'autres et il est peut-être nécessaire d'envisager la rédaction de politiques supplémentaires pour soutenir la politique de gestion des collections. Une copie de ce document doit toujours être fournie lors de l'intégration de nouveaux employés, bénévoles, ou membres du conseil d'administration. Il doit être considéré comme un document vivant faisant partie intégrante des opérations du musée et par conséquent, toute personne travaillant pour le musée doit le connaître et connaître ses objectifs. Cela permet également de garantir le respect de la politique, même en cas de rotation du personnel ou du conseil d'administration. La conservation de ce document fait partie du processus de planification de la succession du musée. Examinons maintenant le processus d'enrichissement et de catalogage des objets. Alors, pour rappel, l'enrichissement des artefacts est le système mis en place pour s'assurer que les documents relatifs à la collection sont organisés et que les objets et leurs données associées sont accessibles. Le catalogage est la documentation officielle sur les objets de la collection qui fournit une description détaillée et souligne l'importance culturelle ou scientifique de l'objet. Ces processus répondent aux questions de savoir comment l'objet est arrivé dans le musée et pourquoi il s'y trouve. Le processus d'enrichissement des objets peut commencer de différentes manières, mais suit les mêmes étapes de base. Lorsqu'un donateur offre un objet ou une collection au musée, il doit remplir le formulaire de don pour fournir des informations supplémentaires sur l'objet afin que le comité des collections puisse l'examiner et décider d'accepter ou non le don. La propriété de l'objet est légalement transférée une fois que le formulaire de don ou le reçu de don a été rempli et signé par les deux parties. Assurez-vous de donner une copie au donateur et de conserver une copie pour les archives du musée. À ce moment-là, l'objet est apporté au musée si ce n'est déjà fait. L'objet se voit attribuer un numéro d'acquisition, un identifiant unique qui aidera le musée à le localiser dans le bâtiment ainsi que dans la base de données ou tout autre type de système de gestion. Le numéro d'acquisition et une brève description du nom ou le nom de l'objet sont enregistrés dans le registre de collection qui est généralement un livre ou un registre physique utilisé pour suivre les objets entrants. Si le musée n'a pas le temps d'étiqueter correctement l'objet, une étiquette temporaire peut être apposée avec le numéro d'acquisition afin que l'objet puisse correspondre à son dossier physique et à son enregistrement dans la base de données. Les systèmes de numérotation peuvent varier d'un musée à l'autre, mais ceci est le système le plus utilisé. Le système utilisé dans un musée doit être uniforme d'année en année et de personne en personne. La manière dont ces numéros sont marqués sur les objets doit également être
identique à chaque fois. Par exemple, un ensemble d'assiettes doit avoir son numéro d'acquisition sur la face inférieure de l'objet à peu près au même endroit. Il est ainsi plus facile de trouver le numéro en manipulant le moins possible l'objet. Il existe différentes techniques pour marquer les objets. Et il existe des ressources permettant de déterminer la meilleure option pour le type d'objet avec lequel vous travaillez, mais en général, l'objectif est d'appliquer l'étiquette d'une manière qui ne change pas l'objet et qui soit réversible. Si vous avez des questions sur un type d'objet spécifique et que vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à contacter un conservateur. L'étape suivante peut être appelée catalogage ou la création d'une fiche d'acquisition. Il s'agit de créer la fiche primaire de l'objet qui contient toutes les informations nécessaires pour comprendre sa signification. Souvent, cela prend la forme d'une feuille de travail physique, mais ce travail peut aussi se faire directement dans la base de données. L'objectif est d'enregistrer autant d'informations que possible tout en restant cohérent afin que le musée puisse créer des liens et des comparaisons entre les enregistrements. Ce processus comprend également la photographie des objets et la gestion des supports numériques correspondants. Tout comme les dossiers papier, les photographies ou autres supports numériques doivent être organisés, correctement étiquetés, stockés et sauvegardés. Il existe de nombreuses ressources et normes disponibles pour aider à définir l'ensemble du processus de catalogage. Et cela nous amène à l'une des plus utiles ressources disponibles pour le catalogage, le Réseau canadien d'information sur le patrimoine ou RCIP. Sans un moyen de normaliser les informations contenues dans les fiches d'objets, nous ne serions pas en mesure d'effectuer facilement des recherches et d'établir des liens entre différents objets. Nous devons tous parler la même langue, si vous voulez, afin que tout chercheur puisse trouver les informations qu'il recherche sans avoir à apprendre de nouveaux systèmes d'organisation à chaque fois. Et encore une fois, si vous pensez à une bibliothèque, chaque bibliothèque a des systèmes très semblables pour rechercher et localiser les livres, ce qui fait qu'il est facile d'entrer dans n'importe quelle bibliothèque et de trouver les informations que vous cherchez. Heureusement, le RCIP offre différentes ressources pour que les musées puissent normaliser leurs dossiers. Des listes de vocabulaire normalisées, des règles concernant le type d'information à entrer dans un champ et la façon de l'entrer, ainsi qu'une liste de champs à remplir pour chaque fiche aide nos musées à naviguer dans ce processus. Alors, en conclusion, j'espère que vous avez trouvé quelque chose d'utile que vous pourrez utiliser dans vos organisations pour apporter des changements et des améliorations. Nous avons abordé les différentes sections d'une politique de gestion des collections, le processus d'enrichissement des artefacts et le processus de catalogage. En suivant ces bonnes pratiques, les musées disposeront d'une collection bien organisée qui soutiendra leur mission. Si vous n'avez pas revu votre politique de gestion des collections depuis un certain temps, c'est le moment de le faire. Si vous avez constaté que votre organisation pourrait bénéficier de quelques documents de politique supplémentaires, faites des recherches et regardez des exemples pour commencer. La meilleure solution est de trouver un groupe de personnes pour vous aider dans ce processus. L'organisation doit être impliquée dans les activités de gestion des collections. Leur adhésion est essentielle pour garantir le respect des politiques. Vous pouvez toujours vous adresser à moi ou à vos collègues des musées pour poser des questions. Alors, merci de participer à ce webinaire aujourd'hui. Je suis heureuse de répondre à vos questions maintenant ou n'hésitez pas à me contacter par la suite. Et je vous invite à consulter les autres webinaires de cette série organisée par l'APNB. Le prochain aura lieu en janvier avec Dominique Gélina
et portera sur l'utilisation de la collection de votre musée pour développer une bonne programmation publique. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Bonjour. Charles-Eugène, Kayla, demande si le document va être en ligne. Bonjour Gaétane, en passant. Allô? Oui, je peux partager. Partagez-vous par courriel. OK, merci. Pour moi, c'était tout clair. Fait que gros merci pour ta présentation. Ça fait que tu vas l'envoyer par courriel, c'est ça? Oui, absolument. OK. Et s'il y a d'autres questions, vous savez où me trouver. Oui, oui, parfait. Merci. Okay. Merci beaucoup. Sylvain voulait envoyer une copie par courriel.